Dans la dure bataille pour la reconstruction du Congo, la victoire est à notre portée. Nous sommes ce vendredi 5 avril 2013 à 366e jour d'agression de la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Notre prière est que la paix revienne pour la poursuite de l'élan de la reconstruction nationale. D'abord, le titre de cette édition d'information, l'Assemblée nationale tient à l'élargissement de l'assiette financière de l'État. Un débat général a été ouvert aujourd'hui à ce sujet. Entre-temps, au Sénat, les 3 vacances créées par les membres décédés de la Chambre haute du Parlement viennent d'être comblées. Le ministre malien de l'Extérieur et de l'intégration africaine poursuit son séjour de travail à Kinshasa. Aujourd'hui, il a rencontré le ministre congolais de l'Intérieur. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci du choix que vous avez porté sur la télévision nationale, votre télévision. De projets de loi sous examen au Sénat, ils concernent la sécurité sociale et les principes fondamentaux relatifs à la mutualité. Leurs économies générales ont été présentées par le ministre Modeste Baati Lukwebo de l'Emploi, du Travail et de la Prévention sociale. Aujourd'hui même est également intervenue la validation des mandats de quelques suppléants à la Chambre haute du Parlement. John Kayumba, Bertin Ekofo et Bertin Mkonkole pour le reportage. Le projet de loi sur les codes de sécurité a pour objectif de renforcer le système de protection sociale et de combler des lacunes du régime général. Le texte sur les mutualités date de 1958. Le décret le régissant est devenu obsolète, d'où la nécessité de l'harmoniser. Le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, Modeste Baati Lukwebo, a défendu ces 2 textes devant l'Assemblée plénière du Sénat ce vendredi 5 avril 2013. Pour ce qui est du Code de sécurité sociale, le projet entend mettre fin à la diversité de textes en vigueur avec comme avantage de fondre à un seul le texte relatif au régime général. Le ministre explique quelques innovations. L'Institut national de sécurité va s'appeler maintenant Caisse nationale de sécurité sociale. Le conseil d'administration va être composé de manière tripartite à raison de 3 délégués du gouvernement, 3 délégués des employeurs et 3 délégués des travailleurs, ce qui garantit une transparence et une bonne gestion. Lors du débat général, le ministre Modeste Baati a répondu sur le banc avec beaucoup de maîtrise. Bien avant, l'Assemblée plénière a validé le mandat des suppléants des 3 sénateurs décédés ou élus députés nationaux. Au nom de l'Assemblée plénière et du bureau, je présente aux nouveaux sénateurs mes sincères félicitations et leur souhaite un fructueux mandat. Ainsi, M. Kongolo Kabila Joseph, Salomon Darabou Aimé et Sebakunzi Ngabo Désiré sont proclamés sénateurs. Nyangui Tabou prépare une page spéciale sur cette plénière pertinente qui a pu relever certains problèmes à caractère social. Pour sa part, l'Assemblée nationale a consacré un débat général sur le complément de 9 projets de loi qui cadrent avec le programme du gouvernement destiné à élargir l'assiette financière de l'État. C'était ce vendredi au cours de la plénière sous la conduite de l'honorable Obeminakou, Élisée Mawete, Sido Kidamboko et Jean-Pierre-Henri Kassanameko. Comme les 3 déjà promulgués sur un ensemble de 12, le reste des 9 projets de loi de ratification des ordonnances-lois prises en exécution du projet de loi du 23 janvier 2013 portant habilitation du gouvernement sont des leviers que le gouvernement voudrait manœuvrer devant l'impératif d'élargir l'assiette financière de l'État à travers la mobilisation de recettes en matière fiscale, non fiscale et douanier. C'est en vue de réaliser au mieux son programme économique et d'honorer ses engagements extérieurs. Le décryptage des contenus texte par texte effectué par le ministre délégué aux Finances, Patrick Itebi, a suscité un débat général dont les accents renvoient sur plusieurs aspects à des observations formulées lors de l'adoption de l'habilitation du gouvernement, à savoir par exemple la lutte contre la fraude et la corruption, la perception des taxes, impôts et autres redevances face à la transformation de la vie sociale. Dans 4 jours, la commission économique,
financière et de contrôle budgétaire rendra compte des résultats de ces délibérations au terme de l'analyse approfondie de ces 9 projets de loi. De la primature, nous apprenons que la deuxième réunion du comité de pilotage de la réforme de l'administration publique vient d'adopter quelques méthodologies pour résoudre le problème du traitement des bases des primes accordées aux agents. Quelles sont ces méthodologies? La réponse avec Henri Amouri et Gisèle Ngol. La deuxième réunion du comité de pilotage de la réforme de l'administration publique était une rencontre extraordinaire convoquée par le Premier ministre Matata Ponyo après avoir constaté une certaine disparité dans le traitement de base des primes accordées aux agents de l'État. Des méthodologies ont été adoptées pour résoudre ces problèmes car les primes ne doivent pas dépasser les 2/3 des salaires de base. La réforme a pour mission de pouvoir maîtriser les effectifs, mais aussi maîtriser les masses salariales. Et nous avons discuté sur ce point. Nous avons adopté les méthodologies pour résoudre ces problèmes de disparité, pour revenir à la normalité, c'est-à-dire que le traitement des bases soit exactement l'élément fondamental de salaire total de l'agent, et non ce qui est le cas aujourd'hui, où parfois la somme des primes viole même le prescrit du statut qui stipule que les primes ne peuvent pas dépasser le 2/3 du salaire de base. Et notre élément important, c'est que si nous voulons renvoyer les gens à la retraite, il ne faudrait pas qu'on les renvoie sur base de salaires de base aussi décents qui sont attribués aux agents aujourd'hui, mais aussi il y a la question de la caisse de la retraite qui ne pourra pas avoir comme sous-bassement ces salaires de base aussi décents. Restons dans ce circuit pour vous dire que faisant suite aux recommandations formulées lors de la réunion de la Troïka stratégique du 5 avril 2013, le ministère de l'économie et commerce ainsi que celui de l'emploi, du travail et de la prévoyance sociale demandent à toutes les entreprises privées œuvrant en République démocratique du Congo de payer leur personnel respectivement par voie bancaire, à l'instar de ce que le gouvernement de la République opère avec le personnel à charge du Trésor public. Cette démarche rentre dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement de la République en vue de la transparence, la bonne gouvernance, gage de l'amélioration du climat des affaires. On ne trafique pas avec les noms des responsables, dit-on, une bande d'escrocs spécialisée en la matière qui se croyait inamovible et tombée dans le filet de la police nationale congolaise, Mireille Ndeke. L'escroquerie tient des hommes, même les prédicateurs. Denis Lessi, le pasteur de l'église Arche de Noé dans la commune de Limete, a été rattrapé. Il est parmi les présumés escrocs présentés officiellement à la population. C'est une affaire d'escroquerie réussie sur la personne d'un ministre honoraire. Chose grave encore, le chef de file Denis Lessi se fait passer pour le conseiller spirituel du chef de l'État et a abusé de la bonne foi de sa victime pour lui rafler de présents en vue d'une reconduction au gouvernement lors du prochain remaniement, à savoir une Jeep Amer, une autre Jeep 4x4, une camionnette, pour un total de près de 100 000 $. Il a réussi son coup avec ses complices, notamment M. Kassongo alias Bissimoué, qui s'est fait passer pour le chauffeur du chef de l'État, Thierry Maboussa, lui, le jeune frère du chef de l'État, et M. John alias Kabila Kanonge, un autre fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Le service de sécurité avait mis la main sur cette bande d'escrocs il y a 2 semaines. Le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyège, après une brève explication de fait lui faite par le général Oleko, les a remis aux cours et tribunaux pour la poursuite du dossier. Restons au ministère de l'Intérieur pour parler des entretiens que Richard Mouyège Manguez-Mons a eu avec un membre du gouvernement du Mali. Il s'agit du ministre chargé de l'Extérieur et de l'intégration africaine, Mireille Ndeke, pour le reportage. Venu par Brazzaville, le ministre de Malien de l'Extérieur et de l'intégration africaine, Maître Demba Traoré, séjourne à Kinshasa à la tête d'une forte délégation. Il est venu transmettre le sincère félicitations au gouvernement congolais pour ses efforts menés afin de désamorcer la crise sécuritaire au Mali dans le cadre de la CEAC, de l'Union africaine et de la communauté internationale. Ces remerciements sont adressés spécialement au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, en tant que président en exercice de la CEAC. Je suis arrivé ici en République démocratique du Congo pour rencontrer les plus hautes autorités de la RDC, leur transmettre le message de félicitations
de remerciements du président de la République du Mali pour tous les efforts effectués par la RDC dans le cadre de l'Union africaine. Vous savez que notre pays a été agressé par des groupes terroristes, par des voyous, des narcotrafiquants. Et cette situation a occasionné donc la mobilisation de toute la communauté internationale. Émerveillé par l'accueil et pour sa première visite en RDC, Maître Demba Traoré en appelle à l'unité au sein du continent africain en tant que ministre de l'intégration africaine. Et notre entretien évoqué également dans cette édition d'information est-ce que le vice-ministre des Affaires étrangères a eu avec une délégation de l'Union européenne en séjour de travail en République démocratique du Congo. Clément Kaloubia, Jacques Kabouaba pour le reportage. La tenue d'une prochaine conférence sur la situation politique malienne ainsi que la crise qui prévaut actuellement en République centrafricaine. Ces sujets étaient évoqués au cours d'une séance de travail qui a mis autour d'une même table les vice-ministres des Affaires étrangères, Maître Célestin Toundaya Kassende et une délégation de l'Union européenne en séjour de travail en République démocratique du Congo. La tenue d'une conférence sur le Mali qui aura lieu le 15 mai et nous voulions nous assurer d'une participation à haut niveau de la République démocratique du Congo. La deuxième chose, c'est que nous voulions avoir les impressions de nos collègues congolais sur ce qui s'est dit hier à N'Djamena, à la conférence de la CEAC sur la crise en République centrafricaine. Et puis le troisième, c'est la perspective d'une assemblée générale de la CINELAC. Une occasion pour les autres des vice-ministres des Affaires étrangères, Toundaya Kassende, de saluer l'état de coopération entre la RDC et l'Union européenne. Comme on vient de prononcer l'invitation à la RDC à participer à cette conférence de Bruxelles sur le Mali, et on entend poursuivre notre coopération sur ce domaine et sur tous les autres domaines. Un programme de récompense pour les crimes de guerre institué aux États-Unis d'Amérique. Le sujet a fait aujourd'hui l'objet d'une conférence téléphonique, comme en témoigne Malumbela. Conférence téléphonique entre l'ambassadeur américain itinérant Stephen Raff et le chevalier de la plume ce jeudi au Centre culturel américain, au cours de laquelle toutes les explications sur le programme de récompense pour les crimes de guerre ont été fournies. Ce programme a été mis en place pour arrêter et traduire en justice les fugitifs qui ne peuvent être localisés par le service d'État. À titre illustratif, des récompenses allant jusqu'à 5 millions de dollars américains sont prévues pour la livraison de toute information pour mener à l'arrestation, au transfèrement ou à la condamnation des leaders de l'armée de résistance du Seigneur LRA, Joseph Kony, Okot Odiambo, Dominique Ongen et celui de FDLR, Sylvestre Moudakoumura, ou à la condamnation de 9 fugitifs poursuivis par le tribunal pénal international pour le Rwanda. Cette démarche est une lutte partagée en vue de renforcer la sécurité et la stabilité en Afrique. Stephen Raff a signifié que n'importe qui peut recevoir ces récompenses à l'exception des membres du gouvernement. Le montant de la récompense est fixé par un comité établi par les membres du gouvernement des États-Unis tenant compte des risques pris par la personne qui fournit l'information et ces derniers assurent la plus stricte confidentialité en faveur des personnes qui fournissent des informations et des mesures protectrices supplémentaires sont envisagées. Entre-temps, les Allemands sont intéressés pour investir en République démocratique du Congo. Ils l'ont signifié ce vendredi au ministre de l'Industrie, Rémy Moussongaï. C'était en présence de nos reporters Jean-Marie Kadiatamouina-Minaï et Louis-Dor Balekelay. Au cours de sa mission en Espagne, le ministre de l'Industrie, Rémy Moussongaï, expressément mandaté par le Premier ministre, s'est entretenu d'abord à Madrid avec l'Institut espagnol pour le commerce extérieur, ISEC, qui a salué la stabilisation du cadre macroéconomique en République démocratique du Congo, ce qui a poussé cette agence à mobiliser les entrepreneurs espagnols à venir investir au Congo. Il en a été de même avec le groupe Traxa, créé en 1977, spécialisé dans diverses filières industrielles et qui refuse de rater l'occasion de se taper un espace d'industrialisation dans la zone économique spéciale de Maluku. Le président du Marxa, un établissement public du gouvernement espagnol fondé en 1960, ne veut pas non plus rater l'occasion de venir investir en RDC dans le secteur industriel. Il l'a dit au ministre de l'Industrie qui a souhaité la bienvenue à ses interlocuteurs espagnols
au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo. Le même vœu a été formulé à l'endroit des investisseurs du secteur privé rodés en agroalimentaire et fabrication des matériaux de construction qui baratinent eux aussi la zone économique. Marca Madrid, une autre entreprise espagnole produisant de la viande, les légumes et les poissons, ne voudrait pas non plus rater ses fiançailles industrielles avec la zone économique spéciale de Maluku. Une commission mixte RDC-Espagne est en vue à cet effet. Veulent contribuer à l'industrialisation de la RDC voulue par Joseph Kabila émergente à l'horizon 2030. Ce d'autant plus que l'industrie est un secteur porteur de croissance en République démocratique du Congo. Exploitation illicite du bois en RDC, un séminaire de formation du renforcement des capacités des experts du ministère de l'Environnement qui s'est achevé ce vendredi a opté pour la suppression du secteur informel. Florent Ochumbe, Suzanne Louman. C'est finalement acquis. Le ministère de l'Environnement est à même de contrôler tous les mouvements de production et de circulation du bois congolais vers l'extérieur. Un programme vient d'être mis en place par les ministres de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, Bavon Tsomputu et Lima. C'est un système de télédétection qui permet au ministère d'identifier les opérateurs, la date et les sites de coupe du bois, leur qualité et leur quantité. Ce programme informatique vient en appui contre la lutte contre l'exploitation illégale du bois. Vous le savez, notre pays, de par ses potentialités forestières, déploie toute son énergie pour que la gestion forestière respecte les standards internationaux, pour que nos forêts viennent en appui à l'effort de reconstruction nationale. Les experts congolais appelés par les ministères à s'approprier les fonctionnements du nouveau système viennent de terminer leur formation de 2 semaines au cours de laquelle ils ont maîtrisé l'outil informatique, les repérages des secteurs de coupe du bois et leur cartographie. Le ministre Bavon Tsomputu et Lima en est arrivé là à la suite du désordre observé dans ces secteurs. Le chef des travaux Jean-Claude Kamp-Tchijik est détenteur désormais du diplôme d'études approfondies en biologie avec mention grande distinction. Et c'est après avoir défendu son mémoire à l'Université pédagogique nationale intitulé « La structure et la dynamique du peuplement macro-invertébré sur la rivière Lukunga à Kinshasa, au Dilo Kayuma ». Kinshasa regorge d'un nombre important de cours d'eau, dont la rivière Lukunga. Un constat malheureux se dégage quant à leur manque d'entretien. Cette question a inspiré le chef des travaux Jean-Claude Kamp-Tchijik dans l'élaboration de son mémoire pour l'obtention du diplôme d'études approfondies DEA à l'Université pédagogique nationale UPN. D'où le sujet, la structure et la dynamique de peuplement macro-invertébré sur la rivière Lukunga à Kinshasa. Par cette étude, le chercheur Jean-Claude Kamp-Tchijik a établi une corrélation entre la préservation de l'écosystème et la perpétuation des animaux aquatiques menacés par la pollution des eaux. La portée essentielle de notre travail a été la contribution à la connaissance des macro-invertébrés benthiques de la rivière Lukunga. Et par rapport à cela, nous avons pu identifier aussi certaines sources de pollution de cette rivière. Après le jeu des questions-réponses, les membres du jury qui s'étaient retirés ont fait de chef des travaux Jean-Claude Kamp-Tchijik, diplômé d'études approfondies. Monsieur Jean-Claude Kamp-Tchijik a réussi l'ensemble des épreuves avec la mention grande distinction. La délégation du groupe parlementaire belge en séjour en RDC ne cesse de rencontrer les couches sociopolitiques à Kinshasa, parmi elles les caucus de femmes. Anastasie Lumbu. Un collectif de femmes députées nationales de la société civile et les membres du gouvernement a échangé hier avec des députés belges de la région Wallonie-Bruxelles sur la situation de la paix dans l'est de la RDC. Ces femmes engagées à la cause de la paix et l'intégrité du territoire national ont compris que la femme congolaise devra s'élever pour participer à la recherche de la paix durable après avoir été longtemps victime des affres de la guerre. C'est pour cela que l'honorable Élisée Mounemboué a eu des mots justes pour faire, au nom de ses collègues, un plaidoyer auprès des élus belges
en faveur de la femme. La reconstruction de notre pays, c'est tout ce que nous voulons. La guerre s'arrête. Nous attendons qu'ils portent notre message au Parlement belge. De leur côté, les parlementaires belges de Wallonie-Bruxelles se sont dits déterminés pour une forte implication de la Belgique à cette cause. Les deux parties ont convenu de consolider ce cadre d'échange pour faire le suivi des différents engagements pris. Elles ont toutefois rappelé les mobiles de la démarche de la femme congolaise. Jamais perdre 1 centimètre carré du territoire congolais. Ajouté aussi sur la liste des personnalités rencontrées, les groupes parlementaires de l'opposition conduits par l'honorable Sami Badibanga. Jacques Chibouaba pour le reportage. La séance de travail entre le groupe parlementaire socialiste belge conduit par Jean-François Estas en séjour à Kinshasa et le groupe parlementaire de l'opposition UDPS et alliés présidé par l'honorable Sami Badibanga Ntita a porté sur les questions liées entre autres au rôle et à l'apport du groupe parlementaire en faveur du processus de production législative dans l'intérêt des peuples belges et congolais. Les deux parties ont exprimé leur volonté de renforcer le lien par l'échange d'expériences interparlementaires. C'était après avoir salué la résolution 2098 du Conseil de sécurité de l'ONU qui prône l'affectation d'une brigade d'intervention chargée de mener des opérations offensives et ciblées pour stopper, neutraliser et désarmer les forces négatives dans l'est de la République démocratique du Congo. Visiblement enchantés, les deux groupes parlementaires se sont séparés avec espoir de se retrouver à la prochaine occasion. Restons encore dans le domaine politique pour parler du séjour du secrétaire général de la Convention des Congolais Unis au Kasaï oriental. Mireille Kumbu a couvert l'événement. C'est sous le haut patronage du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, que le ministre des Médias chargé des relations avec les parlements et de l'initiation de la nouvelle citoyenneté, Lambert Mende Omalanga, ainsi que son parti politique, la Convention des Congolais Unis, viennent de passer à la vitesse supérieure pour la réussite de la mobilisation de jeunes au sein de forces armées de la République démocratique du Congo au Kasaï oriental, précisément dans les districts de Sankourou. La Convention des Congolais Unis, par son secrétaire national chargé de la jeunesse, Justin Omokala, s'est rendu du 12 février au 28 mars dernier dans les territoires de Lodja, Lomea et Kolé. C'était justement pour appuyer l'équipe du ministère de la Défense nationale chargée de recrutement de jeunes. Une équipe composée du major Okito et de son collègue adjudant Okito. Cette descente s'inscrivait dans le cadre de la sensibilisation de jeunes en vue de servir la nation congolaise. Une foule nombreuse a accompagné Justin Omokala. Partout où il est passé, la population n'est pas restée indifférente. Chaleureusement, jeunes, vieux et enfants l'ont accompagné sous les acclamations et un véritable climat de familiarité. Avant qu'ils ne prennent l'avion pour la Tanzanie où ils iront en formation de 3 mois, ces nouvelles recrues se sont entretenues avec le secrétaire national chargé de la jeunesse. Entre-temps, la Commission électorale nationale indépendante n'a pas oublié ses agents fauchés lors du crash du 4 avril 2011. Une messe œcuménique a été célébrée hier en leur mémoire. Constance Mananga pour les commentaires. 4 avril 2011, 4 avril 2013, il y a exactement 2 ans que l'avion immatriculé UN 834 de la MONUSCO a fait crash à l'aéroport international d'Ndjili, emportant ainsi 2 agents de la Commission électorale nationale indépendante, 5 personnalités de l'assistance électorale internationale et 2 du projet PES-PNUD. 2 ans après, le bureau de la CENI a organisé ce jeudi 4 avril 2013 dans la salle du 28 novembre 2011 au siège de la CENI une cérémonie de recueillement, un culte écuménique co-célébré par Imam Ali Mohamed Kitenge, l'abbé honoré de la CEI et du pasteur Nikes Iboula de la CENI. Dans son mot de circonstance, les premiers rapporteurs adjoints de la CENI, accompagnés des questeurs et questeurs adjoints, a, au nom du président de la CENI, salué la mémoire des victimes. Les rescapés du crash, Francis Lambert Mwamba, a été représenté par son père, M. Mwamba. Plusieurs cadres de la CENI et experts électoraux de la MONUSCO et du PES ont assisté à cette cérémonie.
Parce que nous sommes en réminiscence, sachez que la famille de son Excellence M. Emmanuel Akweti Kipoy, ministre provincial de la Population, Sécurité et Décentralisation, exprime ses marques de reconnaissance et de remerciements aux amis, frères et connaissances qui ont bien voulu lui apporter leur assistance multiforme pendant les dures épreuves qu'elle a connues avec le décès successif des deux de ses membres en l'espace d'un mois. Qu'il trouve à travers ce message l'expression de sa profonde gratitude pour la famille Emmanuel Akweti Kipoy. Les fils et filles de l'Équateur tiennent retour de la paix dans leur province. Ils l'ont exprimé au cours d'une conférence, comme l'indique Virginie Lofembe dans ce reportage. Ils étaient nombreux, les filles et fils de la province de l'Équateur, œuvrant dans les différentes institutions et ceux d'autres secteurs de la vie nationale, qui ont répondu à l'invitation du président du bureau provisoire du Grand Équateur, l'abbé Oswald Bagaza. Pour lui, cette rencontre convoquée en ce jour de Pâques donne l'occasion aux Équatoriens de ressusciter l'amour entre eux et les autres et pour la province. Le Grand Équateur, a indiqué l'abbé Bagaza, est le symbole de la conscience équatoriale prôné par le défunt cardinal Echaou et relayé jusqu'à ce jour par l'ensemble des évêques de l'Équateur. Ce message, a-t-il dit, invite les filles et fils de l'Équateur et particulièrement les politiciens d'être capables de transcender leurs divergences et clivages afin d'œuvrer main dans la main pour faire avancer la province. Le président du bureau provisoire a rappelé des nombreuses crises interinstitutionnelles et institutionnelles qui ont ainsi exacerbé les divisions ethniques, polaires et partisanes entre les Équatoriens. Concernant l'élection du nouveau gouverneur, il a invité les députés provinciaux de porter leur choix sur un gouverneur rassembleur. Un rendez-vous à prendre concerne les réunions au sein de la SACOM, les anciens élèves du collège Notre-Dame de Bansamboma qui tiennent leur assemblée générale extraordinaire ce dimanche 7 avril 2013 dans la salle de la coordination des écoles catholiques à Saint-Joseph-Matongé dans la commune de Kalamou. Cette assemblée générale précède celle qui aura lieu en mai prochain en Bansamboma au Bas-Congo, nous signale notre confrère Faustin Fambatumbisa. 40 membres de l'enseignement supérieur, universitaire et scientifique ont suivi une formation sur le renforcement des capacités pour la collecte des données, nous indique notre confrère Rodépanda. Former des acteurs pour la collecte des données statistiques, c'est ce qui a constitué la matière principale de l'atelier organisé par l'UNESCO pour le compte du ministère de l'Enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique. Environ 40 membres ont bénéficié de cette formation qui est une première du genre. À l'issue de ces renforcements des capacités dans la production des données statistiques, l'amélioration du système de pilotage efficace, la planification, le suivi et l'évaluation, ces programmes de l'UNESCO entendent éradiquer les difficultés souvent rencontrées dans ce domaine du secteur de l'éducation dues essentiellement à la collecte des données statistiques fiables au niveau de l'enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique. Pour laisser place à l'élaboration du plan d'opérationnalisation et la mise en œuvre des actions identifiées. Le chargé de programme CAP-EFA, Jean-Louis Kazadi, donne ici quelques éclaircissements. Sans statistiques, il n'est pas possible de prendre des décisions fiables, tant au niveau stratégique qu'au niveau tactique. Et même des décisions opérationnelles dépendent toujours des informations. Et ces informations statistiques sont importantes à tous les niveaux. L'Égypte qui prend de grandes décisions d'orientation. Le Festival du théâtre en milieu universitaire Festamu a vécu à Kisangani le temps fort de l'événement dans ce reportage. Du maire de la ville de Kisangani, les comités d'organisation des festivals de théâtre et d'animation en milieu universitaire Festamu et tous les festivaliers ont procédé les mardis derniers à travers la ville un carnaval motorisé en partant de la mairie pour des différents ronds-points et des coins stratégiques de la ville pour atterrir à l'amphithéâtre de l'Unikis, l'endroit où se déroulent tous les spectacles du Festamu. Dans cette même occasion, des troupes ont été à la tribune pour la présentation de leurs pièces de théâtre devant le membre du jury pour se confirmer à la compétition. Il s'agit du troupe théâtrale de la Toge Noire de Kisangani et la troupe émonée de l'ISP Bouta. Par ailleurs, le directeur général du Fonds Promotion Culturelle, FPC, est venu participer à la 10e édition du Festamu. À la même occasion, il a accordé une audience au directeur des théâtres de poche de Bruxelles. Nous sommes venus à Kisangani pour participer au festival Festamu et à Bounia
pour préparer l'implantation de l'antenne FTC rendre compte du déroulement de ce festival. Je crois que ça marche très bien. J'ai laissé notre directeur de promotion culturelle suivre le déroulement de ce festival. Je viens voir comment ça continue à se dérouler. Notre chronologie avant de clore cette édition d'information, la famille Ndaï Chico Marcel a le profond regret d'informer les parents, amis et connaissances du décès en Grande-Bretagne le dimanche 31 mars 2013 de Madame Ndaï Naoui Sinadine, appelée communément de Londres. En attendant le programme des obsèques qui sera communiqué ultérieurement, le décès tient à la résidence familiale 6, numéro 25 Louvois, commune de Barou. Les familles Kadimba, Chibanda, le pasteur Désiré Kongolo, Luyoyo, Mboulaji et Kaikemena ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leurs fils et frères, beau-fils et mari survenu ce dimanche 1er avril 2013 à Kinshasa. Le programme de funérailles se présente de la manière suivante. Vendredi 5 avril 2013, levée du corps de la morgue du centre hospitalier de Moukole. Samedi 6 avril 2013, enterrement au cimetière de Bensek et Fouti à 13h. Le corps sera exposé au terrain du centre supérieur militaire en mise en zone. Ce communiqué tient lieu de faire part. Fin de cette édition d'information réalisée par Rodé Panda, coordonnée par Fabrice Wanzenge Diokoli, sous la supervision éditoriale de Guillaume Koukmamidi Pandji. Hervé Poudi Bunga et Constance Mananga ont concouru à sa rédaction. Roger Moussi, interprète du malentendant. 23h, Lisette Mouchinga. Portez-vous bien. Au revoir.